Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau TV de cet espace exposant au cœur de Gênes 2020. Tout au long de ces 2 jours de grands tests numériques, nous allons recevoir ici un certain nombre de speakers, d'intervenants avant ou après leur intervention en public. Et pour commencer cette série d'interviews, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Dussert. Bonjour. Bonjour. Jeanne, vous êtes juriste spécialisée en nouvelles technologies et intelligence artificielle, et étudiante en même temps à 42, qui est l'école de programmation informatique de Xavier Niel. Vous interviendrez tout à l'heure à 16h20 sur un thème lié à l'intelligence artificielle appliquée au monde juridique. Donc en quelque sorte, tous les deux, eh bien, nous allons faire une sorte de teaser un peu plus long que ce que l'on connaît quand on va évidemment dans les salles obscures. Donc nous allons évoquer ce fonctionnement d'un algorithme juridique sur lequel vous vous êtes intéressé. Alors, vous souhaitez commencer, je crois que vous allez commencer votre intervention de cet après-midi par définir ce qu'est un algorithme, parce qu'on en a tous une idée assez globale, mais précisément, qu'est-ce que c'est ? Alors, un algorithme, c'est une suite d'instructions qui va nous permettre d'aboutir à un résultat, à résoudre un problème, donc une suite d'instructions que l'on va donner à une machine. Et dans le domaine juridique, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est en intelligence artificielle, le machine learning. Le machine learning, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'apprentissage machine. Et en fait, on va entraîner une machine à partir de ce qu'on appelle des datasets, des jeux de données. Et à la machine, on lui donnera, à partir de ces datasets, eh bien, des inputs, des entrées, et des outputs, des sorties. Dans le cadre du monde juridique qui nous intéresse, quels sont les inputs et les outputs ? Alors, dans le cadre juridique, eh bien, on va avoir des datasets qui vont être composés, par exemple, de décisions de justice. Et en input, on donnera, à titre d'exemple, donc des faits, un problème de droit qui s'est imposé dans une décision, et la décision du juge en output, en sortie. On va vraiment entraîner la machine à partir d'énormément de décisions de justice différentes, ce qui va nous permettre par la suite, quand on rentrera une nouvelle input, une nouvelle entrée, de nouveaux faits dont on ne connaît pas la décision du juge, justement de prévoir ce que va être la décision la plus probable. Donc là, on les entraîne. En ce moment, en France, où en est-on de ce nourrissage en input des machines ? Eh bien, aujourd'hui, on va avoir énormément de ce qu'on appelle des legal tech, des startups du droit. On parle de technologies juridiques également qui vont travailler sur ce phénomène d'intelligence artificielle dans le domaine du droit et qui vont créer des logiciels, par exemple des moteurs de recherche qui auront été nourris justement par ces décisions de justice, qui vont permettre aux avocats de dégager une tendance jurisprudentielle, une tendance des décisions de justice, ce qui va faciliter le travail de l'avocat, puisque grâce à cette probabilité qui va être dégagée, eh bien, l'avocat pourra se positionner dans une affaire, savoir si son affaire est en bonne voie ou ne l'est pas. Et dans le cas où la tendance jurisprudentielle ne serait pas de son côté, eh bien à ce moment-là, il pourra essayer de trouver un autre fondement juridique peut-être pour pouvoir contourner cette tendance jurisprudentielle. On y reviendra sur les inputs et sur les décisions de justice. En France, on remonte, c'est-à-dire que certains remontent très très loin dans le temps. Quelle est la durée de recherche en antériorité ? Alors l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse, depuis les années 80, mais en fait on avait un petit peu laissé tomber ce phénomène d'intelligence artificielle qu'on ne maîtrise pas vraiment. En fait on ne fait que répéter un raisonnement humain, on ne crée rien de nouveau, la machine ne crée rien. Et c'est vraiment depuis les années 2010 qu'on va s'intéresser à l'intelligence artificielle dans le droit. En France ? En France. Aux États-Unis depuis les années 2000. Donc aujourd'hui, ça s'applique à quel type de justice ? Parce que quand vous prononcez ce mot-là, on a tous des images, un peu comme tout à l'heure, algorithme, ça résonne de différentes façons dans le cerveau des uns et des autres. C'est quelle justice qui est concernée par l'intelligence artificielle ? Alors on va s'intéresser particulièrement à la justice civile, donc aux petits litiges notamment. Imaginons un différend entre voisins qui va pouvoir être réglé sur une plateforme de résolution de litiges en ligne. Par contre, on va écarter la matière pénale parce qu'elle est jugée trop sensible, les données sont trop sensibles pour être traitées par un algorithme, sachant que cet algorithme, il peut être discriminatoire. Il a été entraîné par un humain avec tout son lot de préjugés, et donc il y a trop de risques pour s'intéresser à la matière pénale. Ça pourrait donner des décisions qui seraient complètement infondées. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans les préjugés tels que vous les présentez ?
Eh bien, un préjugé qui va pouvoir être, par exemple, repris par l'algorithme, ça va être le fait de décider qu'une femme va être moins condamnée qu'un homme, si jamais on est en matière pénale, ou alors qu'on favorise un blanc par rapport à un noir. Et donc, tous ces préjugés vont déboucher sur des discriminations algorithmiques, on peut dire. Aujourd'hui, qui utilise l'intelligence artificielle appliquée à la justice en France? Alors aujourd'hui, on a les professions réglementées, donc ce sont les notaires, les huissiers, les juges également qui vont s'y intéresser. Ça va être un outil d'aide à la décision, mais on a également le justiciable qui arrive vraiment et qui commence à s'intéresser à l'IA dans le droit, puisqu'on lui propose de nouveaux services pour accéder à des démarches de manière dématérialisée et également pouvoir accéder par exemple à ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents qui vont être rédigés au préalable par un juriste avec une équipe de développeurs, donc il y aura une vraie sécurité juridique. Et ce justiciable, eh bien, par exemple, grâce à un smart contract, en donnant quelques informations, il va pouvoir monter une entreprise, rédiger un acte juridique X ou Y. Donc ça va être finalement les professions réglementées, mais aussi les justiciables. Vous évoquez justement l'accès de l'intelligence artificielle appliquée au monde juridique aux justiciables. Est-ce que ça veut dire que les robes noires doivent se faire du souci pour les délits mineurs et imaginons que demain, entre deux personnes, deux voisins, entre lesquels il y a un conflit, je puisse me passer d'un homme ou d'une femme de loi? Alors, on ne pourra jamais se passer en fait d'un juriste, d'un avocat, d'un juge. Le mythe du juge robot ou de l'avocat robot n'existe pas, puisque l'intelligence artificielle que l'on a formée, eh bien, on l'a formée à partir d'un raisonnement humain, et donc il va simplement répéter ce qu'on lui a appris encore et encore. L'avantage et la force du juriste, c'est qu'il va avoir cet aspect créateur et donc il va avoir aussi cette fonction de conseil. Il va pouvoir innover en matière de droit, il va pouvoir contourner la tendance jurisprudentielle dont je vous parlais. On parle aussi de normes issues du nombre d'algorithmes. Et donc le juriste, il va pouvoir contourner ça, je vous le disais notamment avec l'avocat qui serait en mauvaise posture selon un algorithme, eh bien il va pouvoir se concentrer sur de la recherche pour trouver de nouveaux arguments dans une affaire et pour pouvoir finalement faire triompher son client. Donc l'algorithme lui dit, prenons un cas n'importe lequel, lui dit dans ce genre d'affaires, vous n'avez que très peu de chances de gagner. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que finalement, plutôt que de baisser les bras, le juriste et l'intelligence humaine, la créativité humaine, le poussera à trouver quelque chose pour contourner un peu ce que l'algorithme lui a donné comme mauvaise nouvelle ou comme décision de justice qui n'était pas en sa faveur. C'est tout à fait ça. En fait, l'avocat, il va avoir un gain de temps qui va être énorme puisqu'il n'aura pas eu à réaliser tout ce travail de recherche, d'analyse de décision de justice. C'est l'algorithme qu'il aura fait au préalable. Ce sont en fait des tâches chronophages dont il va être complètement appauvri. Et grâce à ça, il va pouvoir se concentrer sur cette fonction de créateur et non plus sur sa fonction à l'origine de recherche, d'analyse. Et donc, il aura plus de temps pour préparer finalement son dossier. Est-ce que tous les avocats, hommes de loi, hommes, femmes, ont accès à cette intelligence artificielle? Et cela ne va-t-il pas créer, parce que je suppose que tout cela n'est pas gratuit, est-ce que ça ne va pas créer des cabinets, entre guillemets, à deux vitesses, entre ceux qui auront les moyens d'eux et ceux qui seront encore au papier à tourner les pages des rendus et donc à consulter la jurisprudence sur papier? Alors, toutes les professions du droit peuvent être concernées par cette intelligence artificielle, peuvent avoir des outils d'aide à la décision, de recherche, des moteurs de recherche, d'analyse, etc. Après, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on a une vraie question qui se pose en matière de droit au procès équitable et plus particulièrement d'égalité des armes entre les parties, puisqu'imaginons dans une affaire deux parties, dont l'une qui aura un cabinet d'avocats doté d'outils d'intelligence artificielle, donc qui pourra vraiment se concentrer sur cette fonction de conseil, et à côté de ça, une autre partie qui, lui, aura un cabinet d'avocats qui n'est pas doté de ce genre d'outils, eh bien cela va créer un vrai déséquilibre finalement entre les parties, puisque l'un sera vraiment avantagé. Sachant que, en effet, ces outils sont très chers en général. On a notamment doctrine.fr qui va permettre à l'avocat de développer sa fonction de conseil et donc avoir une recherche et une analyse qui est beaucoup plus rapide. Eh bien, ces services-là, ils vont avoir un coût et pour les avocats, c'est un vrai problème puisque aujourd'hui, tous les cabinets d'avocats ne peuvent pas s'en doter.
Quels sont les autres risques? Alors on a évoqué les préjugés, donc le fait qu'à force de nourrir la machine, elle ait les mêmes préjugés finalement que l'être humain. On a évoqué aussi cette difficulté pour des cabinets sans trop de ressources d'avoir accès. Est-ce qu'il y a d'autres risques de l'intelligence artificielle appliquée au monde juridique? Alors on va avoir plusieurs risques qui sont assez différents. Déjà, un risque que l'algorithme ne soit pas suffisamment transparent, c'est-à-dire que mes données sont utilisées, mais comment sont-elles utilisées? Quelles données sont utilisées? Ça, c'est une question qui va se poser. Comment sont-elles traitées? Également, on va avoir une question de fiabilité, de neutralité de l'algorithme, ou encore une question écologique, parce que l'intelligence artificielle est extrêmement polluante actuellement. Et enfin, on va avoir une question qui est centrale, c'est la question de l'impartialité et de l'indépendance du juge, puisque un juge, imaginons, qui voudrait aller à contre-courant de cette norme issue du nombre, de cette tendance jurisprudentielle, eh bien, est-ce qu'il va devoir d'autant plus motiver sa décision? Est-ce que ça ne va pas le décourager à ne pas suivre la tendance jurisprudentielle? Ne pas aller dans le flot. Et donc, à ce moment-là, on a un risque donc, de cristallisation de la jurisprudence, on a un risque de répéter encore et encore les mêmes décisions de justice et de ne pas les faire évoluer avec les mœurs de la société, parce qu'on le sait, on ne juge pas de la même manière qu'il y a, par exemple, 100 ans. Vous êtes juriste spécialisé en nouvelles technologies et en intelligence artificielle, je le disais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce monde du numérique appliqué à la justice? Qu'est-ce qui vous a attiré, puisque vous êtes en plus, je le rappelle, étudiante à 42, donc l'école de programmation de Xavier Niel? Alors moi, je m'étais vraiment intéressée durant mes études, je m'étais intéressée au procès, c'était quelque chose de central pour moi, et j'ai souhaité par la suite vraiment développer un côté généraliste, donc étudier le droit privé, le droit public, et en même temps pouvoir avoir une spécialisation, donc une spécialisation grâce aux nouvelles technologies, car elles touchent tous les secteurs, privés et publics. Donc c'est vraiment ça ce qui m'a motivée. Puis par la suite, au bout de très peu de temps dans mon master justement en nouvelles technologies, je me suis rendu compte du rôle central, fondamental du développeur dans la construction de ces algorithmes, et j'ai souhaité commencer des études en informatique. Ce qui m'a conduit par la suite à intégrer 42 pour pouvoir devenir juriste et développeuse et pouvoir résoudre un problème qui est très actuel, un problème de communication, puisque quand on va avoir par exemple une entreprise qui va créer de l'IA juridique, eh bien on va avoir d'un côté une équipe de juristes et de l'autre une équipe de développeurs. Le problème étant que le juriste, il va soulever une problématique juridique qui s'impose à lui, il va la transmettre au développeur, cependant le développeur ne va pas forcément entendre tous les enjeux juridiques, éthiques qui vont s'imposer à lui, notamment donc les biais discriminatoires. De son côté, le développeur, eh bien, il ne peut pas tout faire. Le juriste ne va pas entendre qu'il y a aussi des limites techniques. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On parle du mythe du juriste de demain, du juriste développeur. Eh bien, j'ai voulu mettre fin à ce mythe justement en me lançant dans l'informatique et en devenant par la suite donc juriste développeuse en chapeautant des projets d'IA. Qu'est-ce que c'est ce mythe du juriste de demain ? Alors le mythe du juriste de demain, c'est justement ce juriste augmenté, parfois on dit, le juriste qui maîtriserait tous les codes sans mauvais jeu de mots, et donc qui serait capable de coder et en même temps qui maîtriserait parfaitement le droit. Alors il y a encore peut-être 1 ou 2 ans, pour nous ça nous semblait impossible, parce qu'avoir des compétences qui soient techniques quand on est juriste, quand on est théoricien finalement, eh bien, ça nous semblait complètement impossible. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les étudiants recherchent, les étudiants en droit et également les professionnels essaient de recruter. Donc c'est quelque chose qui est très demandé. Et ce mythe maintenant, il prend fin puisqu'il y a de plus en plus de juristes qui se lancent dans l'informatique. L'objectif final de l'intelligence artificielle appliquée à ce monde du juridique, quel est-il ? Alors il y a plusieurs objectifs. Déjà un objectif d'information juridique, informer le justiciable, car nul n'est censé ignorer la loi. Et donc cette IA, elle va permettre d'informer, de démocratiser, de vulgariser le droit. Donc déjà au niveau du justiciable, ça va être vraiment une transparence qui est essentielle, une désacralisation du droit. À condition qu'il y ait accès. À condition qu'il y ait accès, mais a priori, maintenant, il peut de plus en plus y avoir accès grâce à ces legal tech. Donc, information, transparence pour le justiciable, premier objectif. Pour les juristes, eh bien, ça va être un gain de temps, un gain aussi financier, puisque
on va avoir des outils qui certes sont chers à l'origine, mais qui vont être vraiment amortis puisqu'on va pouvoir gagner plus d'affaires par exemple, car on aura eu des outils adaptés. Donc ça va être à peu près les objectifs principaux. Une question, tout à l'heure vous avez dit on n'a pas choisi en France d'appliquer l'intelligence artificielle au droit pénal. Qui est ce on et qui l'a décidé? Alors pour l'instant ce sont les décideurs publics, ça va être aussi les juristes qui ont mis en garde justement contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du droit. En France on est très attaché à cette notion de droit des droits fondamentaux. Et donc, on va avoir des juristes qui sont opposés à ça, mais aussi des institutions comme le Conseil de l'Europe, avec la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la CEPEJ, qui fait partie du Conseil de l'Europe, qui s'est vivement opposée à l'utilisation du droit pénal, de l'intelligence artificielle dans le droit pénal. Et après, on va avoir par exemple aussi l'OCDE qui s'y est opposée. Donc, tout un tas d'organisations qui ont conseillé les décideurs publics en la matière. En termes d'entreprises qui compilent toutes ces informations et qui nourrissent les machines, sont-elles françaises? Sont-elles nombreuses? Le marché est concurrentiel? Comment ça se passe? Alors, il y en a, au départ, ces entreprises-là, les Legal Tech, elles sont arrivées aux États-Unis, donc dans les années 2000, et puis en France en 2010. Et étonnamment, en France, ça a vraiment très bien pris. On a Predictis, par exemple, Doctrine.fr, je vous le disais, saisirprud'homme.com, énormément de Legal Tech qui sont très différentes, qui apportent des services très différents, mais qui vont se multiplier au fur et à mesure en France. Par exemple, au Canada, ce n'est pas du tout démocratisé d'utiliser des Legal Tech. Un mot sur justement un autre mot, prédictive et prévisible. Est-ce que l'on parle de justice prédictive ou de justice prévisible en utilisant l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, on préférera parler de justice prévisible, même si ce terme est un peu moins, on va dire, sexy. Mais à l'origine, on voit énormément d'articles qui parlent de justice prédictive. Il y a ce côté un petit peu extraordinaire, un peu magique qui ressortirait de la machine, de l'algorithme. En réalité, comme je vous l'ai expliqué, la machine, elle est complètement bête puisqu'elle va reproduire ce qu'on lui a appris. Elle va reproduire à traiter des données et elle va établir des corrélations, des modèles à partir de cet entraînement. Donc elle ne va rien créer. C'est pour ça qu'on va préférer parler de justice prévisible puisqu'elle va prévoir, elle va essayer en fait de voir à partir de cet ensemble de données ce qui pourrait être l'issue la plus probable, mais elle ne va rien créer. Comment vous imaginez, vous êtes jeune encore, comment vous imaginez le monde des acteurs du juridique demain? Alors j'espère que l'IA en tout cas sera accessible à tous les juristes puisque c'est un outil qui peut être très puissant, qui certes peut connaître des dérives mais qui est très puissant et qui peut être vraiment très intéressant pour des juristes puisque ça peut accélérer leur travail, ça peut leur permettre de se concentrer sur la demande de leurs clients. Et donc j'espère que cette IA sera de plus en plus accessible et surtout qu'on arrêtera de la diaboliser par la suite parce qu'aujourd'hui c'est vrai que l'IA ça nous fait peur, on ne connaît pas vraiment, on a même du mal encore à le définir, cette intelligence artificielle. Donc j'espère que par la suite ça nous permettra de démocratiser le droit auprès du plus grand nombre. C'est-à-dire que les images d'Épinal de ces hommes et femmes de droit qui sont remplis de bureaux avec de grands rayonnages et des tonnes et des tonnes de dossiers papier, tout ça va disparaître au profit de disques durs ou d'autres rangements numériques, voire de cloud. Oui, on l'espère parce que c'est vrai que tous ces dossiers qui s'empilent chez un avocat, par exemple, ça peut être assez compliqué, ne serait-ce que pour retrouver le bon dossier. Donc on espère que par la suite, la justice sera vraiment numérisée et aussi que les juristes seront formés à cette numérisation. Parce qu'imaginons un avocat qui est peut-être en fin de carrière, qui a 60 ans, eh bien, est-ce qu'il saura parfaitement maîtriser ces outils-là? Ça va se poser comme question. Et ainsi, si jamais il ne les maîtrise pas et que la justice est numérisée, eh bien, il va se retrouver, lui, en mauvaise posture par rapport à ses confrères. Ce sera sur ce thème de la formation que nous allons conclure. Merci beaucoup Jeanne Dussert. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisée en nouvelles technologies et intelligence artificielle, également étudiante à 42, l'école de Xavier Niel. Merci. Votre conférence est à retrouver tout à l'heure à l'heure du goûter, plus ou moins 16h20, ici dans les locaux de Grand Est numérique. Et quant à nous, on se retrouve vers 13h30, 13h45 avec deux autres intervenants
Il y aura Philippe Guillot, scientifique ingénieur entrepreneur, et puis André Manoukian, célèbre musicien qu'on ne présente plus. Ils viendront nous parler d'un produit qu'ils ont fondé tous les deux qui s'appelle Match Tune. Voilà, merci, à tout à l'heure.